Bienvenue à tous. Ici, chez Between Technology, en fait, depuis aujourd'hui chez vous. Je me présente, je m'appelle Pau Waro et je suis le CEO de Between Technology. Je vais vous raconter un peu l'histoire un peu de Between. Sinon, en première façon, je vais remercier à Guillaume et à French Tech Barcelone pour nous accueillir, pour nous donner la possibilité de vous accueillir aujourd'hui ici. Je vais vous raconter qu'ici, on est au 22 Arrobas. Je pense que tout le monde le connaît. Ça, c'est le quartier technologique à Barcelone. On appelle aussi Poblenou. J'imagine plusieurs de vous déjà, vous avez votre bureau ici, mais je vous raconte aussi que ça fait plus de 100 ans ici à Poblenou. Ça, c'était un peu l'épicentre de la révolution industrielle en Catalogne. Et par contre, aujourd'hui, c'est un peu l'épicentre du talent technologique. Ça fait, je dirais, 15-20 ans que ça vient de se transformer, ce quartier. Et voilà, aujourd'hui, on est tous les boîtes de la partie technologie, de la partie start-up, et on est très content aussi de vous accueillir. Aussi, je vous dis, moi, j'ai fait mes études ici, je suis né à Barcelone, Between aussi. Between, ça fait 24 ans. Moi, ça fait un peu plus de 24 ans. Mais quand même, j'ai fait mes études d'ingénieur ici et en France, à Toulouse, à l'ENAC, à l'École nationale de l'aviation civile. C'est pour ça que je parle un peu de français. Par rapport on parle de talent ici, des quartiers technologiques. Et si on parle de talent, je vais parler aussi de Talent Club. En fait, Talent Club, c'est une holding, on dit de représentation de talent. C'est plus de 25 entreprises, plus de 5000 talents représentés et on est dans 20 pays. Alors, un peu la vision qu'on a au Talent Club, c'est que chaque talent mérite d'avoir un agent de talent. Alors, un représentant de talent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a 3 verticales. La verticale sportive. Alors, on déjà connaît que les sportifs d'élite ont un agent de talent, un représentant. Non? Alors, l'idée, c'est aussi faire la même chose dans la partie exécutive. Il y a beaucoup de boîtes ici qui sont de Paris, Lincoln, Shaper Talent, Digital Jobs. Alors, ici, la partie se fait des agents, des exécutifs. Et finalement, il y a la verticale qu'on dit de Tech and Science. Qu'ici, c'est la communauté de boîtes. Il y a 6 sociétés qui sont en relation au talent ingénieur, scientifique, digital et IT. Non? Alors, chaque société a une spécialisation. En total, on parle de 1200 talents. Between, Gamma et DQS et DMD, par exemple, sont basés à Barcelone, mais il y a aussi des boîtes qui sont basées à Madrid. Et finalement, ici, chaque société s'est spécialisée dans un genre de profil. On est dans les data, on est dans infra, cloud, engineering, UX, UI. Alors, il y a une spécialisation dans chaque compagnie. Ici, il y a un exemple, un sample de les profils typiques qu'on aide à les compagnies pour faire les projets. Non? Et on a aussi un sample de les clients, plus de 300 clients qu'on travaille chaque jour avec eux.
Alors, avec ça, je finis. Je vous raconte aussi que par rapport à les sujets d'aujourd'hui, notre expérience, non? La petite histoire, c'est que nous avions, ça fait 10 ans, avant la pandémie, déjà implémenté les téléwork. Et ça, c'était notre succès quand on arrivait le Covid, parce que depuis le premier jour, on a eu la possibilité de travailler en remote et on n'a pas, c'est-à-dire, on n'a pas interrompu les services et tout le monde a continué à travailler. Non? Sinon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un modèle, par exemple ici dans ce building, on est dans le premier étage et c'est un modèle hybride, flex. On cherche les 50%, c'est-à-dire 50% home, 50% office, mais on donne flexibilité parce que vous savez déjà que si tu obliges tout le monde, c'est pas bien pour tout le monde. Non? Alors, on est dans ce point-là, on donne pleine flexibilité. Et qu'est-ce qu'on donne les usages à les bureaux, à les offices? C'est pour faire le team building, pour faire les connexions, pour faire la formation et pour faire les événements. Alors ça, c'est un peu notre avis. Merci encore, Guillaume, et je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette belle organisation. Merci à Nacho qui est parti en courant, du coup, évidemment. Je vais parler très vite parce que vous savez que tout ce que je dis n'est pas forcément très intéressant. Le sujet du soir, c'est télétravail versus back to the office. Sujet qui a été inspiré par Monsieur de Beaucorps parce qu'on discutait et il me disait qu'il y avait de ses clients qui lui demandaient comment il fallait faire. J'ai appris en discutant ensuite de ce sujet-là qu'il y a même des gens qui font du consulting en quelle politique adopter de télétravail dans son bureau, comme quoi vraiment on n'a peur de rien et que c'est surtout ce Covid a quand même beaucoup mis, comment dire, on va dire, a créé un peu un problème qui n'existait pas, parce que je pense que jusqu'au 12 mars 2020, on ne se posait pas trop la question. Et puis dès le lendemain, on était tous chez nous. Et puis maintenant, je pense que s'il y a un résumé, c'est le bordel. Donc quand c'est le bordel, c'est certainement pas moi qui vous amener des éléments de réponse structurants. Mais Antoine, Olivier et Geoffroy qui vont venir intervenir sur le sujet, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des slides. Il y a des slides. Donc vous pouvez vous endormir, il n'y a pas de problème, vos paupières sont lourdes. On va faire une petite présentation de chacun, commencer par Olivier, puis ensuite des questions. Je pense que ce qui est toujours intéressant, c'est de mettre en perspective et puis d'aller ensuite poser des questions et puis évidemment d'aller ensuite profiter d'un petit pica-pica pour approfondir, je dirais, les sujets que nous n'aurons que le temps d'effleurer en ce moment. Donc Olivier, qui est le directeur des ressources humaines de Peppernest, va commencer à nous expliquer un peu à travers l'angle de ce qu'a fait une boîte qui a 2500 personnes qui bossent pour vous, 1000 employés, 2000, 8000, 1000 milliards. Justement, donc ça veut dire qu'il y a une vraie question, une vraie problématique de télétravail. Donc on va commencer par Olivier, puis ensuite Antoine, qui a fait 832 slides. Donc on va vous demander d'être assez attentif. Et ensuite Geoffroy, qui expliqueront d'où il parle pour essayer d'éclairer ce débat. Et merci à tous d'être venus. Merci Guillaume. Super, on va écouter. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle Olivier, je suis le DRH de Peppernest. Avant de rentrer dans le détail, je voulais juste revenir sur quelques généralités. Vous voyez, il y a 7 slides, donc ça va être assez rapide. Mais c'était juste pour bien cadrer le débat. L'idée, comme l'expliquait Guillaume, c'est que les choses ont relativement changé aux alentours de 2020, avec l'arrivée du Covid. On a eu une période qui a balancé sur le tout work from home parce qu'il y avait des contraintes sanitaires qui nous obligeaient à faire ça. On est revenu dessus un petit peu plus tardivement avec le fait de refaire venir les gens au bureau aux alentours de 2021-2022 parce que c'était aussi une demande. Et on arrive maintenant à une situation qui est un peu plus compliquée et un peu plus nuancée. Donc on va revenir en détail sur finalement quels sont les écueils à éviter et essayer de trouver un modus operandi pour chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça qu'on va interagir et discuter tous les trois. Grosso modo, sur ce slide, c'est assez simple. C'est quels sont les avantages et les inconvénients du work from home versus le work from the office. L'avantage du work from home, c'est bien sûr que ça permet d'avoir plus de désirabilité en termes de marque employeur, notamment auprès de certaines populations comme les tech, les devs, etc., qui sont très friands de ce genre de bénéfices.
Ça peut s'intégrer comme un vrai bénéfice. Donc encore une fois, quand certaines startups ont aussi des difficultés, notamment d'un point de vue financier, à pouvoir faire la différence au niveau du salaire, le fait d'avoir une politique de work from home attractive, de pouvoir apporter un élément qui fait basculer une offre entre le « je ne sais pas » à « oui ». La rétention, là aussi, de donner plus de flexibilité à des gens qui habitent loin pour se rendre moins souvent au bureau, ça permet aussi de les garder plus longtemps. Et après, d'autres logiques qui sont celles de market practice. Tout dépend encore une fois de où on parle. Et de work-life balance, puisque ça permet aussi de pouvoir finalement mixer son temps de travail. Si on en revient un peu plus en détail, grosso modo, les opportunités que cela crée, c'est plus de flexibilité, ça permet de pouvoir descendre le niveau de stress des collaborateurs, gérer du coup le temps de management, avoir des temps de focus qui sont probablement raccourcis mais qui sont de meilleure qualité. J'entends par là qu'une personne qui est chez elle va travailler moins en termes d'heures, faut pas se mentir, mais le temps qu'elle va impartir à chaque tâche qu'elle va réaliser va être généralement plus efficace que si elle est au bureau. A contrario, les risques, c'est le management, puisque du coup, ça nécessite d'avoir un management qui est régulièrement remis à plat, avec des pratiques qu'il faut pousser et sur lesquelles il faut s'assurer que tout le monde soit bien aligné. Le risque, c'est bien sûr la perte de productivité, je reviendrai dessus tout à l'heure, et la compagnie culture, puisque finalement, le fait que les gens ne soient pas là, ça crée aussi des vraies questions sur comment être capable de pouvoir créer une synergie de groupe, et notamment dans les moments difficiles, quand vous avez une entreprise où les gens n'ont jamais mis les pieds pour se retrouver les uns les autres, c'est un peu plus difficile de se dire on va se retrousser les manches pour aller atteindre tel ou tel objectif. On a plus tendance à vouloir partir et se dire merci et au revoir. Les facteurs qui sont aussi intéressants, je pense qu'il faut aussi le rappeler parce que c'est aussi des choses qui sont transversales. C'est de quelle population on parle. Chez Pepernest, on a une moyenne d'âge de 30 ans. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça correspond vraiment à un segment très particulier, avec beaucoup de stagiaires, des VIE, des personnes relativement jeunes et du coup qui ont une vision du work from home qui est très particulière. Les besoins business, ça me rappelle qu'en 2020, moi en 2020, j'étais le DRH d'une société qui s'appelait Triomphe. J'étais le DRH Asie, je couvrais 12 pays. On m'a dit, faut mettre une politique de télétravail corporate. J'avais 10 000 collaborateurs, 32 RH sous moi. En fait, on ne met pas une politique télétravail de la même façon en Corée qu'au Vietnam, qu'en Australie ou qu'en Inde, tout simplement parce que les gens ne travaillent pas de la même manière. Donc il y a vraiment un biais, je veux dire, social et culturel. Simplement, les gens, par exemple, en Chine, vont au bureau parce que c'est un moyen pour eux de quitter leur logement, parce qu'ils ont des logements qui sont petits. Et du coup, si vous leur coupez la possibilité d'aller au bureau, vous leur coupez aussi la possibilité de pouvoir vivre d'une certaine façon paisiblement. Donc c'est aussi des biais à intégrer. Et tout ça pour dire que ces facteurs-là et ces contextes environnementaux, ils sont surtout importants à prendre en compte dans la façon dont vous allez gérer les operating principles. Je reviendrai du coup dessus tout à l'heure. Hop, ça c'est déjà passé. J'ai juste fait un petit mapping qui me paraissait intéressant. Alors, probablement il y a eu quelques évolutions, parce que je l'ai fait il y a 1 an. Mais c'était, comme on était sur la French Tech, refaire un petit peu une vue globale de où se plaçaient les principales startups de la French Tech et plus largement. On en a qui ont été très rapidement, après le Covid, sur justement une vraie flexibilité, donc permettant à tout le monde d'avoir beaucoup de jours de télétravail avec beaucoup de flexibilité. Et de façon générale, on a des entreprises, notamment du CAC 40, qui, elles, ont été beaucoup plus réservées par rapport à ça, notamment post-Covid. Je pense à LVMH, qui n'a jamais voulu faire rentrer le work from home, par exemple, dans ses habitudes collaborateurs. Donc ça donne à peu près une panoplie des différentes options avec le flex, l'hybride flex et l'hybride. Le flex étant la possibilité de laisser des collaborateurs, grosso modo, en full remote, 100% du temps. Hybride flex, c'est de faire un petit peu le mix entre les deux. Et hybride, c'est de laisser du coup quelques jours de télétravail par semaine à ses collaborateurs. Je passe assez rapidement là-dessus. L'idée, c'est qu'il est à peu près communément admis ces 5 points actuellement, c'est-à-dire que la plupart des entreprises ont des mix entre hybride et flexible. J'entends par là que vous avez des jours de télétravail qui sont accordés dans les entreprises, mais vous avez toujours certaines populations, quand vous avez des techs notamment, qui sont en full remote. Du coup, vous mixez un peu entre les deux.
2 jours de télétravail par semaine, c'est aussi assez largement accepté dans beaucoup d'entreprises, avec quelques jours que vous avez obligatoires pour que chacun puisse revenir en entreprise, donc ce qui balance un peu le point, donc je présentais en premier slide comme risque. Que les jours de télétravail sont aussi de plus en plus, les périodes de télétravail peuvent aussi de plus en plus longues. On a maintenant des personnes assez régulièrement qui vous demandent de partir 1 mois, 6 mois au Brésil ou je ne sais où pour faire du télétravail. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Et le fait que des équipements spécifiques, ce ne soit pas aussi quelque chose qui soit très bien intégré, même après 3 ou 4 ans de pratique. C'est quelque chose pour l'instant sur lequel les entreprises rechignent à investir parce que c'est finalement un retour sur investissement un peu plus compliqué à avoir. 2 mots sur Pepernest pour vous donner quelques inputs, du coup, sur le fameux 1000 collaborateurs de 29 ans de moyenne d'âge. On a 2 modes. Donc on a principalement le mode hybride remote, donc qui correspond à peu près à 90% de nos collaborateurs, que ce soit dans nos 3 catégories d'employés, c'est-à-dire les téléopérateurs, ce qui correspond à grosso modo 500 personnes, où on leur donne seulement pour certains d'entre eux qui sont là depuis très longtemps et qui ont des bons niveaux de performance, un niveau de work from home de 2 jours maximum par semaine. Les sales, qui sont une population plus jeune et sur lesquels on a plus de staff attrition, c'est 1 jour maximum par semaine, avec des critères d'ancienneté, de ne pas être arrivé récemment, de maîtriser ses process, etc. Et corporate team, puisqu'on a plus de gens qui sont généralement sur notre head office à Paris, un peu plus de flexibilité. Et quelques personnes, dont je parlais tout à l'heure, on en a 4 en France qui sont basées à Lyon ou je ne sais où, parce que juste ils ont leur vie là-bas, mais c'est des gens qui sont bons, qui ont commencé avec nous à Paris, qui ont déménagé il y a 1 an ou 2 et qui se retrouvent du coup loin des yeux, mais pas loin du cœur. Voilà. Hop. On aime bien faire des graphiques chez Pepernest. Je vais juste vous montrer celui-là, parce qu'en fait c'est assez intéressant. C'est une analyse qui n'est pas toute récente, je l'avais fait là en 2022, mais c'était de calculer un petit peu l'impact du work from home sur la disponibilité de nos collaborateurs. Et en fait, ce que ça montre, c'est-à-dire que vous voyez là, ça c'est le nombre de jours de congé que les gens prenaient en décembre 2020. En décembre 2021, c'est ici, donc ce qui est logique, le nombre a augmenté du nombre de personnes. On est passé de 700 à 1000 personnes, grosso modo, donc le nombre de jours a augmenté concomitamment. Et on aurait pu attendre la même chose entre mi-2021 et mi-2022. Et en fait, ça ne s'est pas passé parce qu'on a mis la politique télétravail en place. Et qu'est-ce que ça a directement impacté? C'est qu'au lieu de prendre des jours de congé pendant l'été 2022, les gens ils ont pris des jours de télétravail. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les jours de vacances qu'ils n'ont pas pris, ils les ont pris avant en fait. Et du coup, ça pose une vraie question qui est celle de la productivité. Et du coup, voilà, ça a été un des premiers enseignements qu'on a eu. C'était d'analyser des graphes comme ça et de se rendre compte que finalement, les jours de télétravail venaient suppléer des jours de vacances, ce qui a plusieurs incidences, notamment en termes de coûts, puisque quand une personne part, vous lui payez ses jours de congé et pas ses jours de télétravail, mais aussi en termes d'organisation et en termes de productivité, parce que vous allez avoir un étalement sur l'année des jours de congé que vous n'aviez pas avant. Et voilà. Et du coup, après, ça dépend quelle est la saisonnalité dans votre entreprise et comment vous gérez ça. Mais c'est un vrai topic. Hop. Voilà. Et c'était le dernier slide, je crois. Quelques tips, avant de bien sûr laisser la parole. C'est du coup tiré d'un enseignement de 3 ans chez Pepernest. Pas avoir de mix entre les jours de work from home et les jours de congé. Soit les gens sont en work from home, soit ils sont en congé. Mais le un jour, c'est très compliqué parce que les gens perdent en efficacité, en productivité et ça crée le bazar. Demi-jour de télétravail, personnellement, moi j'y crois moyen aussi. C'est une vraie question, mais le fait est que si une personne se met en télétravail, c'est par définition pour se donner un peu d'air par rapport à son environnement de travail. Si elle fait le même trajet pour aller travailler une demi-journée, personne n'est gagnant. Work from home, durant les onboarding et offboarding, en fait, on ne fait pas. Parce que, par définition, une personne doit apprendre ou doit partager son savoir si elle s'en va. Mais elle n'est pas très productive chez elle, c'est sûr. Et pour le collaborateur qui arrive, mais aussi pour le manager qui l'encadre. Ça, c'est aussi un point important, c'est que les managers qui ont des personnes à onboarder,
ne sont pas autorisés à faire du work from home pendant leur premier mois d'onboarding. Dernier point important, c'est ce sujet-là, on le remonte tous les 6 mois. C'est-à-dire tous les 6 mois, je fais une analyse en retirant tout ce qu'il y a dans Lucas, on fait un tour de table avec les C-level et on fait les pratiques de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et on remet du coup une couche à tous les managers parce que si vous ne le faites pas, en fait, ça s'ancre dans les pratiques locales. Et après, c'est le bazar parce que dès que vous voulez bouger quelque chose, vous allez avoir des problèmes de rétention et des risques du coup de départ. La productivité, important d'avoir des outils pour monitorer ce que j'expliquais un peu avant, l'incidence de ça, votre work from home. Donner des formations régulières aux managers parce que si vos managers ne sont pas au fait des enjeux, notamment parce que vous avez du staff attrition, du work from home, ils ne vont pas être capables de pouvoir porter les messages. Project management, c'est de s'assurer que les gens qui sont au work from home délivrent du travail sur soit leur projet, soit leur run. Mais si les gens sont au work from home et font du Slack toute la journée, vous y perdez 2 fois plus. Donc faites aussi attention à ce sujet-là parce que c'est quelque chose d'important qui peut jouer des tours. Et le dernier point, sur la partie employee engagement, le format du coup entre les jours de work from home et de jours travaillés doivent être revus régulièrement pour permettre aussi de créer une émulation d'équipe. Les managers doivent être exemplaires. Toujours garder un œil sur le coût, notamment de l'approvisionnement des congés que vous avez, parce que si des jours de télétravail remplacent des jours de congé, il y a un moment où quand les gens partent, ils récupèrent leurs jours de congé, et ça peut vous coûter cher. Et le dernier point, c'est faire attention avec les pratiques locales, notamment en Espagne, parce que le vendredi après-midi, les gens travaillent moins, et du coup, s'ils prennent 2 jours de télétravail et qu'ils ne sont pas là le vendredi, ça vous fait 3 jours de télétravail. Donc c'est encore plus difficile de mobiliser une équipe quand vous mettez dos à dos le jour de télétravail, plus les vendredis où les gens partent tôt. Donc voilà. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous dire. Bonjour, donc moi je me présente, je suis Antoine Détis, comme je suis moins connu que Peppernest, je vais raconter un petit peu pourquoi je suis là. Tool for Staffing, c'est un logiciel de prospection de talents. Donc on équipe essentiellement des cabinets, des RH, des ESN, des cabinets intérim. C'est pour ça qu'a priori Guillaume voulait m'inviter à vous parler. J'ai eu un petit paradoxe à gérer en fait quand j'ai reçu cette invitation parce que on a un petit peu schizophrène chez Tool for Staffing. Il y a ce qu'on conseille de faire à nos clients, parce qu'on nous demande beaucoup de questions sur ce qu'il faut faire en termes de travail remote, etc. Et il y a ce qu'on fait vraiment chez nous, d'où le faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, parce que derrière les beaux conseils qu'on donne, on a très sincèrement beaucoup plus de mal enfin en tout cas on a fait beaucoup de tests et d'échecs et de réussites que ce qu'on propose de manière plus lisse aux clients. Donc pour info, pour vous donner une idée, je pense que c'est intéressant justement. Je ne vais pas essayer de pas faire de redites par rapport à Olivier. Nous, on est vraiment de l'autre côté du spectre. On est une petite start-up de 40 personnes, donc on est beaucoup plus petit, mais aussi avec on va dire des effets de traction et d'hypercroissance qui peut-être nous ont mis à mal au moment de la fin du Covid. Donc juste moi, ce que j'ai mis juste 2 articles rapidement. Je pense que je sais pas si pour mettre tout ça dans vos têtes. Je pense qu'en 2020, il y a eu une espèce, moi j'ai senti comme ça en tout cas, une espèce d'épiphanie sur il n'y aura plus jamais de bureau, ça sert à rien, SNCF qui vire à 30% de ses bureaux, je crois, etc. Et 2023, où il y a quand même un petit retour en arrière sur certains postes, certains sujets, je ne vais pas revenir sur ce que tu disais, Olivier. Et nous, pour le coup, Tool for Staffing, on est en plein dedans en ce moment. Je vais aller rapidement au final sur la partie du remote parce que on dirait ta slide en moins bien, Olivier, donc je ne vais pas rester dessus très longtemps. Et après, je vais vous parler un peu de mon combat qui est directement lié au remote. Mais il y a 2 choses que je voudrais juste vous partager avec vous, c'est que même sur des petites boîtes, c'est intéressant de faire un peu des études. Donc en plus, là, on a Lucas, nous aussi, le même que ce que tu disais, toi, Olivier. Nous, on a fait 2 études intéressantes. C'était ce qu'on a appelé, nous, la résilience et l'adaptation des équipes. Et on a très facilement pu sortir des chiffres sur le manque de résilience, sur le changement. On est une start-up, nous on change de cap tous les mois, que les teams qui étaient ce qu'on appelle les remote likers, qui sont plus en remote que les autres, ont une moins bonne résilience et une moins bonne adaptation au changement que les autres. C'est un peu ce que tu disais sur je ne sais plus comment tu l'as appelé, culture d'entreprise. Nous on appelle ça le team spirit. Comme vous avez moins de team spirit, là on parlait d'équipes où au final, si vous prenez ce petit cadre là, des équipes qui sont moins de 30% du temps vraiment ensemble,
vous avez peut-être 5 individus qui bossent ensemble, mais vous n'avez pas un groupe qui bosse ensemble, quoi. Et un groupe, c'est plus résilient qu'un individu, quoi. Donc ça, c'est une petite étude qu'on a fait qui est très facile. Et la deuxième qui est intéressante sur une boîte produit comme nous, c'est qu'on a un quiz produit toutes les semaines où c'est des questions-réponses sur notre produit à nous et les solutions qui sont sorties, etc. Donc là, pareil, sans forcément les catégoriser, nous, on l'a fait, notre DRH a fait une étude qui démontrait que les remote likers montent beaucoup moins en compétence sur le produit que les autres. Donc c'est un feeling, hein. Toi tu le disais aussi, Olivier, nous on trouve ça intéressant de le quantifier. Pourquoi? C'est pour nous aider à prendre des bonnes décisions, parce qu'effectivement, moi j'avais ce feeling-là que les gens montaient moins en compétences, mais j'avais besoin de mettre des chiffres dessus. Et pour aller, tu disais qu'il faut changer tous les 6 mois de politique. Ben, annoncer une politique, c'est une chose, mais regardez, on a pris cette décision-là parce que, et sortir des chiffres à l'appui qui expliquent pourquoi on change de politique, ben, c'était beaucoup plus facile de faire accepter ça aux équipes, en fait. Et alors, sans donner de nom sur le résultat des quiz, hein, pour ne pas foutre la honte aux gens, mais en tout cas, c'est 2 démarches qu'on a, nous, eues sur une boîte qui a notre taille, donc je pense que ça, si on peut le partager, encore une fois, tout ce que je dis ici n'a pas valeur d'évangile, mais en tout cas, c'est des choses qu'on a pu faire, nous, chez Toforstaffing, et qui ont plutôt bien marché pour changer les politiques. Et on en change, ouais, pareil, à peu près tous les 6 mois, on tente des choses, on se rate, on réessaye. C'est ça qu'on fait. Je sais d'aller vite parce que Guillaume, tu m'as challengé, pour ne pas dire chambré, sur les slides. Moi, il y a vraiment un truc sur lequel on a ouvert un combat en fait, chez Toforstaffing qui a été la suite du Covid, c'est l'explosion de l'utilisation du chat. Donc nous, c'est Slack, j'ai mis le chat, mais après, nous, c'est Slack. Il y a des gens, c'est Teams, il y a peu importe ce que vous voulez. Mais en fait, ça a vraiment complètement... c'est devenu la norme aujourd'hui de chatter, même beaucoup plus que de s'appeler. Même bon, les mails, je peux comprendre, il y a aussi... chaque canal a une utilité, mais aujourd'hui, nous, on trouve vraiment très sincèrement qu'il y a une surutilisation du chat. Pourquoi c'est pas bien? Donc ça, c'est une étude qui est sortie il y a presque 50 ans, qui a été challengée, qui est beaucoup critiquée depuis que tous les coachs en bien-être et PNL s'en sont emparés, mais qui a quand même un fond intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une part au final minoritaire de votre communication qui est verbale. Donc quand vous parlez sur Slack, vous n'avez pas de périverbal et vous n'avez pas de non-verbal, vous n'avez pas de body language ni rien. Donc au final, vous communiquez mal sur Slack. Et qu'est-ce que ça donne? Nous, c'est vraiment un truc qu'on a identifié. Ça donne énormément un nombre immense de malentendus. Okay, donc ça, pour ça que je fais le parallèle avec le remote, hein, parce qu'évidemment, quand on est en remote, c'est quand même plus compliqué. Alors si vous me dites que les gens s'appellent entre eux, j'ai une slide prévue pour ça. Mais nous, en tout cas, ils s'appellent très peu. Donc on a détecté un nombre incalculable de malentendus. Là, pareil, on a l'historique de Slack, donc on découvre des trucs complètement stupides. Des conflits, donc notre DRH, Juliette, s'est amusée à analyser, à prendre des conflits, à essayer de savoir ce que c'était, l'origine, etc. Et truc intéressant, on avait quand même 6 conflits sur les 8 derniers qui avaient démarré sur Slack. Parce que les gens commencent à s'envoyer des scuds, ils s'envoient des pavés de 5 pages, etc. Et ça commence à monter en pression parce que ça démarre sur Slack, quoi. Et information manquante, taper, ça me fait chier, j'ai 3 trucs à faire en même temps, du coup j'envoie qu'une partie de l'information et il manque des trucs, quoi. Et on explique ça à nos collaborateurs aujourd'hui que sur toutes ces situations-là, un meeting de 5 minutes, rien qu'un call, un vidéo call, aurait pu faire régler le problème de manière beaucoup plus rapide. Donc nous, ce qu'on appelle IRL, donc chez les geeks, c'est in real life. On essaie au maximum d'optimiser cette partie-là, que les gens se parlent comme des êtres humains. Je sais que ça paraît étonnant au début, aujourd'hui, mais on essaie de leur montrer que ça marche beaucoup mieux. Et le mensonge numéro 1, voilà, que vous allez entendre si un jour vous essayez de travailler là-dessus, c'est « je n'ai pas le temps de l'appeler ». Donc, ça, pour le coup, nous, on a fait l'expérience en live avec des gens, on a pris leur discussion Slack, ils m'ont dit « ouais, mais quand on appelle, le temps qu'ils répondent, 10 secondes », on a fait l'expérience jusqu'au bout, on a pris un échange Slack, on a dit « ok, vous faites le Slack de votre côté, nous on le fait à l'oral de votre côté », et on était sur 40 secondes versus 4 minutes. Donc on leur a dit « voilà, en fait, vous multipliez ça par 10 ou 15 à la fin d'une journée, c'est 2 heures à la place de 10 minutes de discussion, quoi. » Donc ça, c'est un peu le combat qu'on mène, on va dire, avec le remote, ou même sans le remote. C'est là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont tellement pris l'habitude, je ne sais pas si vous avez ça dans votre boîte, nous, on n'a pas encore plusieurs floors, mais même si vous avez plusieurs floors, en général, une équipe a tendance quand même à être dans un cercle assez restreint. On détecte des gens, pas que des juniors, qui se parlent sur Slack alors qu'ils sont à 6 mètres l'un de l'autre, quoi. Et ça monte en pression alors qu'ils sont à 6 mètres l'un de l'autre, hein. Je rigole pas, ça arrive vraiment très fréquemment, quoi. Dans les conflits, sur les 8, il y en avait peut-être 3, ils étaient à moins de 10 mètres.
Donc ça, c'est un petit peu un des combats qu'on mène, en tout cas le remote. On a fait beaucoup parler Olivier, moi j'avais envie de parler de celui-là parce que pour moi c'est le corollaire direct, c'est la partie chat qui a une autre conséquence, et ça fait vraiment le corollaire aussi là-dessus, c'est sur les notifications. Donc nous on est parti en combat ouvert contre les notifications, même avec la version de Slack payante, on ne peut pas empêcher les collaborateurs de notification. Moi j'aimerais bien être un stalinien et le faire, mais on ne peut pas le faire. Donc ça, je vous invite à googliser, hein, mais une notification, c'est entre 2 et 7 minutes de récupération. Attention. Donc vous multipliez ça par les 200, 500, 100 notifs que vous avez par jour. Vous essayez de mesurer un peu la productivité que ça a, quoi. Donc aujourd'hui, encore une fois, j'ai eu la flemme de mettre les liens des études que je cite, mais si vous voulez, je vous les enverrai. En échange, on vous fera peut-être une petite démonstration de Tofor Staffing, mais on vous les enverra quand même. Bon, efficacité et productivité, évidemment, ça s'effondre. On a même des études qui démontrent que c'est au final assez proche d'un syndrome de TDAH, donc de perte de problème de l'attention. Et accessoirement, tu disais la perte de productivité en termes de fatigue aussi. En fait, on est éclaté à la fin de la journée quand on a activé les notifications. Et le plus rigolo, c'est que derrière, on a des gens qui disent « j'ai besoin d'être en remote, comme ça je suis focus ». Donc en fait, quel intérêt d'être en remote pour être focus si vous avez 200 notifications par heure qui vous sortent et qui vous empêchent de vous concentrer. Donc ça, c'est l'autre combat qu'on mène. Et là, je parle presque philosophie, mais je me suis dit que ce serait intéressant. On a beaucoup de mal, nous, à réguler l'utilisation des chats de Slack chez Tofor Staffing. Et très sincèrement, on se casse les dents. On ne sait pas trop pourquoi les gens veulent absolument. Ils nous sortent des trucs comme oui, comme ça je suis plus réactif, etc. Et donc en fait, pour moi, ça s'est un peu illuminé dans ma tête le jour où j'ai compris que ces chats, c'est en fait les nouveaux réseaux sociaux des entreprises. Les gens utilisent ça comme un réseau social. Il y a le channel que moi je vois parce que je suis un manager, etc. Puis il y a le dark channel où ça échange des mèmes, des gifs, des vidéos YouTube, etc. Donc en fait, les gens le consomment aussi comme un réseau social. Et même l'information pro, ça reste de l'info générée par quelqu'un d'autre du réseau, assez rapidement, et qui est souvent essaie de capter un peu l'attention avec un système d'arrobase, etc., etc. Du coup, si vous renseignez un petit peu sur les immenses avantages que peuvent avoir les réseaux sociaux, mais aussi les biais, vous pouvez détecter très facilement les biais que peut avoir l'utilisation, on va dire, forcenée du chat en entreprise. Donc, il y a deux cas qui sont assez classiques sur les réseaux sociaux, mais je les ai quand même cités ici, c'est le fait qu'une notification, en fait, ça, je ne sais pas si vous le savez, mais ça génère de la dopamine dans le cerveau, donc c'est quelque chose qu'on recherche activement. Il y a même un documentaire, enfin Netflix, qui a expliqué que c'était comparatif avec un shoot de cocaïne. Donc une notification, c'est comme si vous preniez une toute petite trace de cocaïne. Et on devient très vite addict. Il y a vraiment des gens qui parlent aujourd'hui d'addiction à la notification. C'est un vrai terme. Donc au final, si on l'a sur Facebook ou sur Insta ou Snap, moi je suis aujourd'hui persuadé que des gens dans notre boîte, ils ont aussi une forme d'addiction à la notification. Et pour vous donner une idée, quand je leur parle sur Slack et qu'ils me répondent tout de suite, je vais les voir, je les engueule, je dis si tu réponds tout de suite, ça veut dire que tu ne travailles pas vraiment, quoi. Et l'autre truc incroyable, c'est ça, donc le FOMO dont tu avez peut-être entendu parler, qui est devenu un terme psychiatrique depuis cette année, c'est Fear of Missing Out, c'est avoir la peur de manquer un truc, que ce soit la blague de Michel de la Conta ou le mème que va envoyer Cindy du produit ou un message de votre boss peut-être effectivement. On se rend compte en parlant aux équipes que s'ils se déconnectent du Slack pendant 4 heures, ils sont vraiment pas bien. Donc ça, c'est un truc intéressant à creuser. Si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai un peu l'air d'un vieux con en disant que les jeunes d'aujourd'hui ils parlent sur Slack et que le remote c'est pas bien, etc. Non, au contraire, c'est pour dire que essayer de comprendre pourquoi ça s'est vraiment enraciné de manière aussi profonde dans notre manière de travailler avec le remote, parce que le remote a été un élément déclencheur, et peut-être que ça allait finir par arriver. Il y avait un grand humaniste, Jacques Attali, qui est déjà à l'époque, il y a 5 ans, avait dit qu'un jour on ne parlerait plus, on ne ferait qu'écrire. Je pense que ce n'est pas vrai, mais c'est pas grave. Donc peut-être qu'au final, le Covid n'a fait qu'accélérer quelque chose, mais je trouve ça intéressant de se poser la question au final sur les impacts que ça peut avoir, quoi. La conclusion, je vais aller vite, je ne sais pas si j'ai fait trop de temps ou pas. Nous, on a mis des choses en place, et c'est ça que je veux vous dire. Là, je parle vraiment pour ma paroisse, je ne dis pas que c'est forcément, mais je pense que c'est intéressant de challenger un peu je pense que les grandes boîtes comme Pepernest le font déjà, mais dès les petites, je trouve ça intéressant de dire qu'on peut chercher à mettre des choses en place. Nous, ce qu'on a fait, c'est que les jours de TT se gagnent avec la seniorité. Donc, tu parlais des juniors tout à l'heure. Nous, les montants en compétences, elles sont vraiment hyper importantes chez nous, sur l'onboarding. Donc, nous, en fait, il y a un jour de TT par défaut. Et vous le gagnez ensuite suivant si vous atteignez vos objectifs et si vous
n'atteignez plus votre objectif, vous pouvez le perdre. Donc c'est une espèce de loterie qu'on remet en jeu tous les 3 mois. On met des intensivos un petit peu et on essaye plein de trucs parce qu'on ne veut pas être des staliniens non plus. On essaie plein de trucs pour voir si ça compense les TT en moins. Donc une chose que je peux vous dire qu'on a testé qui n'a absolument pas marché, c'était le mercredi après-midi libre, comme ça offert pour couper la semaine en deux. Bon, ben, les gens qui étaient des gros branlots les prenaient, alors que ceux qui travaillaient et qui avaient besoin justement de se reposer, qu'on voulait qu'ils se reposaient, ne les prenaient pas. Donc ça n'a pas marché par exemple. Mais absence injustifiée, par contre, ça oui, le fait qu'on puisse de 3 jours par an prendre une absence de façon injustifiée, c'est un truc que les gens ils valorisent. Donc là, je ne prétends pas donner la solution, mais je pense qu'il y a les jours de TT, il y a le remote. Et si vous voulez être un peu plus rigide sur cette partie-là parce que vous vous rendez compte que votre modèle à vous, ça ne marche pas bien. Tu as parlé de management. Moi, je pense qu'on a des managers qui ne sont pas forcément très bons à distance parce qu'ils n'ont pas d'expérience à distance. Il y a moyen de compenser avec d'autres moyens, quoi. Et pareil, sur les chats, on a mis vraiment en place un truc. Telle communication, tu l'as fait par email. Un tel, c'est par téléphone, etc. etc. Donc voilà. Et à retenir aussi pour la partie à communication, c'est des meetings plus efficaces. C'est ce qui les aide un petit peu sur la partie le chat, etc. Ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on les écoute, c'est qu'on mette en place moins de meetings plus efficaces. Voilà, bon, ça c'est vraiment pour expliquer ce qu'on a fait nous. Et une petite conclusion un petit peu plus philosophique, pour vous dire que oui, je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu un changement assez violent, mais il y a un changement permanent dans notre manière de travailler. Ça fait à peu près 300 000 ans qu'Homo sapiens, pour collaborer, il parle, il se discute, il est en présentiel. Bon, à l'époque, peut-être qu'aussi on s'épouillait, vous savez, pour travailler, donc il fallait se manger des poules des uns des autres. Peut-être qu'il y a un jour, il y a quelqu'un qui a dit bon, on va arrêter de s'épouiller, on arrivera à collaborer quand même. Et il y a peut-être eu un Antoine Détis qui a dit non, je pense que c'est une mauvaise idée, il faut continuer à s'épouiller, etc. C'est possible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être réfractaire non plus. Moi, je ne veux pas être réfractaire, mais je pense qu'il faut accompagner le changement. Il ne peut pas être trop rapide. Je pense que le Covid a fait que du jour au lendemain, on est passé de full office et du jour au lendemain, il fallait 2, 3, 4 jours de home office. Je pense qu'en ce moment, on est un peu dans cette période que tu décrivais où il faut revenir à jusqu'où on peut aller sans que les candidats ils se cassent, mais sans que l'entreprise y perde non plus trop. Voilà, c'était tout pour moi. Trop habitué au micro. Belle masterclass, hein. Je trouvais ça génial, bravo, très belle slide. On les partagera dedans, c'est vrai. Geoffroy, tu veux nous parler? T'as pas... Alors, bon, on ne va pas en parler devant tout le monde. Geoffroy va nous parler plutôt du côté chasseur de tête et qui est le catalyseur des questions de ces boîtes-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de confronter ce que viennent de dire Olivier et Antoine à ton expérience avec tes clients. Merci. Non, ça va, je vais réussir à lire, t'inquiète. Alors effectivement, moi je ne vais pas vous parler de l'expérience propre de notre boîte. Nous, on est un petit cabinet de recrutement de niche. On recrute des profils internationaux un peu partout en Europe, avec notre plus gros bureau ici à Barcelone. Et donc on n'est pas très représentatif parce qu'on est 25 consultants et donc pas représentatif d'une entreprise de taille suffisante pour avoir une expérience valable dans l'expérimentation du télétravail, même si je suis prêt à en partager ce qu'on a fait et ce qu'on a loupé et ce qu'on a réussi. Mais ça a très bien été dit, donc je pense que je n'ajouterai pas grand-chose. En revanche, moi je vais vous parler, moi je suis un faux recruteur, en fait je suis un CFO transformé en recruteur, mais toute ma vie j'ai fait de la finance, donc j'aime bien les chiffres. Donc je vais vous parler quelques trucs parce qu'il y a quelques réalités que maintenant on commence à pouvoir décrypter avec des chiffres. Et donc j'ai entendu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'études qui disaient tout, son contraire. Il y a quand même quelques stats qui commencent à sortir, qui commencent à être fiables sur de quoi on parle en fait, en parlant de télétravail. Alors il y a beaucoup de stats américaines, mais il y a quelques stats européennes qui commencent à sortir. Et donc la première stat que je veux partager avec vous, c'est qu'en 2019, 85% des employés de l'Union européenne déclaraient n'avoir jamais télétravaillé. Et on vivait pas mal. Hein. Et en 2000, c'était 92%. Et on vivait très bien. Donc ce que je veux dire, c'est que le télétravail, ce n'est pas devenu du jour au lendemain un besoin fondamental de tous les salariés. Ce n'est pas possible, puisqu'on faisait très bien, il n'y a pas très longtemps, sans. Ça ne veut pas dire que c'est injustifié dans l'époque qu'on vit, mais voilà, ça met en perspective le fait qu'il n'y a pas si longtemps, quasiment personne télétravaillait. En 2022, il y a eu une enquête assez profonde organisée par Eurostat qui a permis de mettre en lumière que 70% des employés aujourd'hui souhaitent avoir au moins un jour de télétravail.
C'est loin d'être ceux qui l'ont. Aujourd'hui, l'Union européenne, les stats officiels en 2022, donc on n'a pas de truc plus récent, c'est autour de 10% des employés qui déclarent travailler plus de 50% de leur temps depuis la maison, avec des grosses disparités géographiques. En Espagne, c'est moins de 7, en Norvège, c'est plus de 25. Vous voyez, pour vous donner une petite idée, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et ensuite, je vais vous parler un peu de l'expérience que j'ai, moi, des discussions que j'ai avec mes clients et ce qu'ils me disent. Mes clients employeurs et mes clients candidats. Ils n'ont pas tous la même vue, d'ailleurs. Sur le sujet disons, central du travail à la maison, une des caractéristiques qui rend la chose crédible, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié des candidats qu'on rencontre sont prêts à faire un effort sur leur salaire contre du télétravail. Ça, il y a 10 ans, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait une énorme majorité de candidats qui disaient « ouais, le télétravail, c'est cool » ou « plus de vacances, c'est cool », parce qu'à l'époque, c'était plutôt, on donnait plus de jours de vacances. C'est cool, mais je ne suis pas prêt à sacrifier mon salaire pour ça. Ça a changé. Maintenant, il y a plus de la moitié des candidats qui disent « je suis prêt à faire un effort sur le salaire ». Et je crois que tu disais ça. Ça permet d'attirer des candidats qu'on n'attirait pas autrefois, avec un argument autre que financier quand on est une start-up et qu'on n'a pas forcément les moyens d'allonger le salaire qu'ils recherchent. En 2023, 71% des candidats qu'on a placés, nous, donc on a placé à peu près 500 candidats l'année dernière, 71% avaient du télétravail au moins un jour par semaine. Donc c'est pas tout le monde non plus. Hein. On place que des candidats internationaux, et donc ça veut dire qu'il y en a quand même 30% qui sont placés dans des boîtes où ils ne font pas de télétravail. Et je parlais encore avec un patron français d'une start-up espagnole qui me disait « nous, on n'a pas de discussion sur le télétravail. Ce n'est pas un sujet. » Je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi, je n'en connaissais pas. Des boîtes qui disaient « on ne parle pas de télétravail ». Ça existe. Pour mettre en perspective aussi à quel point c'est important, on se dit, ouais, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de ne pas offrir du télétravail. Aujourd'hui, dans les refus d'offres que nous, on a eu, donc des gens qui sont allés dans un processus de recrutement, qui ont eu une offre de l'employeur et qui ont refusé à cause du télétravail, c'est moins de 10%, c'est 8,5%. Quasiment tous les autres, 90%, c'est pour des conditions salariales. Donc vous voyez, ça se contredit un petit peu. D'un côté, ils sont prêts à faire un effort sur le salaire pour avoir du télétravail, mais en même temps, des refus d'offres pour des questions de télétravail, c'est vraiment marginal. C'est pas rien, mais c'est marginal. Alors ensuite, je voudrais vous dire un petit peu le strabisme auquel on est confronté quand on discute avec les employeurs et les candidats. Aujourd'hui, quand on ferme la porte derrière la salle de réunion et qu'on parle avec un employeur, quasiment tout le monde nous dit « si on pouvait ne pas faire de télétravail, on n'en ferait pas ». C'est la réalité. Il y en a très peu qui me disent « c'est génial, j'en veux plus ». Vraiment très peu. Il y en avait, ils ont globalement plutôt changé d'avis. Il y en a de moins en moins. Mais il y en a encore, hein, il y a quelques adeptes absolus du télétravail. Mais il y en a de moins en moins. En revanche, ils sont quasiment tous certains que c'est un énorme handicap dans la guerre des talents s'ils ne le proposent pas. C'est d'abord un handicap pour garder leurs employés et ensuite pour en attirer d'autres. Mais c'est d'abord pour garder les leurs. Ils disent, si je ne propose pas ça, mes concurrents vont le faire, je vais les paumer. Donc ça pose un peu la question de savoir, est-ce que c'est réellement une menace de productivité, ou est-ce que c'est une menace d'employabilité, ou est-ce que, dans le fond, c'est juste une crainte non formulée, mais qui est peut-être finalement pas si avérée que ça. Alors, il y a pas mal de blogueurs, de gens de la communauté RH qui disent que dans 2-3 ans, le télétravail, ce sera marginal. Moi, j'y crois pas du tout, parce que je pense que la mécanique est trop enclenchée, et puis il y a d'autres dynamiques dans les grandes villes qui rentrent en ligne de compte. Mais ce n'est pas du tout exclu qu'il y ait quand même un assez gros reflux, notamment si la situation économique se tend. Parce qu'aujourd'hui, une des raisons qui fait qu'on a peur pour sa marque employeur, c'est qu'on a besoin d'embaucher et qu'on a besoin de ne pas perdre nos employés. Le jour où on sera peut-être plus content d'en perdre et qu'on n'aura plus envie d'en embaucher, qu'est-ce qui va se passer? Là, le rapport de force qui est aujourd'hui très en faveur du candidat, il va basculer un petit peu de l'autre côté. Et on peut s'imaginer que là, l'employeur aura peut-être moins envie de faire des efforts si c'est ça qui est le principal driver pour que lui continue à en offrir. Donc, il n'est pas du tout exclu que le mouvement bouge un petit peu. Après,
là, c'est un raisonnement général, mais c'est certain qu'il y a des raisonnements sectoriels très importants. Il y a des métiers qui s'y prêtent beaucoup mieux que d'autres. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est assez simple, c'est assez clair, mais il y a des métiers et des secteurs qui se prêtent beaucoup mieux au télétravail que d'autres. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était qu'on a un petit peu on est un peu schizophrène entre ce qu'on entend d'un côté et ce qu'on entend de l'autre, que les positions ont tendance à se rapprocher, parce qu'il y a aussi quand même un certain nombre de candidats qui disent aujourd'hui ouais, hybride bien, mais 1 ou 2 jours par semaine, c'est bien, quoi. Mais 4-5, non. Et full remote, pas du tout. Il y a beaucoup de candidats qui nous disent ça maintenant, qui ont essayé, ou qui n'ont pas essayé, ou qui ont vu quelqu'un essayer à côté d'eux et qui se sont dit non, mais j'avais de la vie. Donc ça modifie un petit peu les équilibres aussi. Après, je ne voudrais pas parler trop longtemps, parce que si on va avoir un peu de temps pour discuter, je veux laisser le micro au Flore et répondre aux questions que vous aurez pour nous trois. Voilà, je vous remercie. Bon, on a déjà le micro. Est-ce que vous avez des questions? Sachant qu'on peut aussi poser des questions en buvant des coups après. J'ai oublié de prendre une photo de vous trois, vous êtes beaux. Non, non, pas du tout, pas du tout. Hop, la petite photo. Est-ce que fondamentalement, cette transformation qui a pris place de manière plus visible à beaucoup d'entreprises avec le Covid, ça a déstabilisé des entreprises qui avaient une culture faible? Je sais pas qui. Comme tu veux. Moi j'ai un truc à dire. Vas-y, je t'en prie. Je pense qu'il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que le Covid, il a peut-être augmenté cette partie remote, mais si tu parles de la partie marque employeur, c'est ça que tu veux dire, etc. La tension sur les métiers, en fait, elle n'a pas attendu le Covid pour apparaître. Donc le fait qu'il y ait le changement de rapport de force dont a parlé Geoffroy, nous, on est un logiciel de prospection de talent, donc on s'est fondé sur ce truc-là à la base. Ça fait quelques années déjà qu'il existe. Durant le Covid, il y a des tensions qui sont mises à gauche à droite, mais pour moi, en fait, ce rapport de force, il a déjà changé bien avant le Covid, il va continuer de changer bien après, quoi. Moi, je voulais attaquer ça sur un angle un peu différent. C'est que je pense que ça a surtout poussé les entreprises, et particulièrement maintenant, à développer une culture managériale spécifiquement liée au workforce management. C'est-à-dire qu'avant, c'est quelque chose qui a été pris de façon... Encore une fois, on a pris la marée en se disant bon, on fait du work from home, mais finalement, on n'a pas vraiment l'occasion de se préparer à ça parce qu'il y a le Covid qui était là pour nous le rappeler tous les jours. Mais à partir du moment où on est revenu dans une économie, on va dire, normale, et que les logiques de productivité sont revenues sur le haut du panier de nos obligations et de nos contraintes quotidiennes, on s'est dit, bon, bah, du coup, comment est-ce qu'on fait pour inculquer une culture managériale? Et ça, c'est le plus difficile, parce que surtout quand vous êtes dans des startups où il y a encore une fois du staff attrition régulièrement, c'est le problème ici, mais du coup, quand vous avez des gens qui tournent régulièrement dans vos équipes, il faut en permanence que vous soyez capable de verrouiller ça avec des operating principles, et c'est ce qui est le plus difficile. Enfin, je pense que, très honnêtement, le fait d'avoir des operating principles qui tournent bien dans une entreprise, c'est la clé de voûte, enfin, du développement et de la façon de cadrer justement le work from home, etc. C'est-à-dire, ça passe par s'assurer que les gens, en termes de performance, en termes de productivité, soient à la hauteur des attentes, mais ça passe aussi par des choses beaucoup plus simples, c'est-à-dire comment est-ce que les meetings doivent se passer. Quand les gens sont en work from home ou au bureau, c'est des meetings qui commencent par la fin du raisonnement et les arguments après. C'est des meetings où les gens qui parlent mettent la caméra et les autres la coupent. Enfin, c'est ce genre de petites choses qui font aussi que les personnes qui sont en work from home se sentent aussi engagées au même niveau que les personnes qui sont dans le bureau. Et ça, c'est des choses qui sont assez longues à expliciter parce qu'il faut finalement rentrer dans le détail de tout ce que ça implique et s'assurer qu'en permanence, ça infuse pour être capable de faire ça. Donc les entreprises probablement qui ont le plus perdu, pour synthétiser, c'est celles qui n'ont pas été capables de pouvoir inculquer ces operating principles ou l'adaptabilité de ces operating principles au work from home, qui elles se sont retrouvées du coup à subir le work from home, parce que du coup elles perdent en productivité, et d'ailleurs pour aller récupérer des personnes qui travaillent de la mauvaise façon, c'est toujours plus long que d'avoir directement les bons réflexes dès le début, quoi. Ouais, je pense que je ne vous l'ai pas dit, mais il y a la seule étude vraiment d'ampleur et sérieuse qui est sortie en 2023 sur les données de 2022 sur l'efficacité et l'impact sur la productivité dont tu as parlé dans le cadre du remote office. C'est une étude qui a été faite par Stanford et qui a été ensuite extrapolée par quelques autres scientifiques. Et elle dit en gros que les gens qui travaillent full remote
perdent à peu près entre 8 et 10% de productivité. C'est générique, c'est tous les secteurs, tous les classes d'âge. Ceux qui travaillent en hybride, moins de 2 jours par semaine, donc moins de 2 jours par semaine à la maison, eux, ils sont plus productifs. Mais il y a une grosse diversité entre les entreprises de la old economy, où la moyenne d'âge est plutôt plus élevée, et celle de la nouvelle économie. Et en fait, ce que dit l'étude, c'est que paradoxalement, les entreprises les plus jeunes qui ont naturellement la propension la plus naturelle à s'adapter à la technologie, c'est aussi celles qui sont les plus immatures dans la gestion de leur travail. Et c'est celles qui ont le plus perdu en productivité, comparé à des boîtes plus anciennes, qui ont des gens plus âgés, qui sont moins agiles avec la techno, mais beaucoup plus agiles avec la gestion de leur temps de travail. Et donc, les boîtes qui sont les plus, qui contiennent le plus d'employés à la recherche du remote office, les boîtes jeunes, les startups, sont celles qui en souffrent le plus. Et celles où c'est moins demandé, les boîtes de la vieille économie, finalement, ont moins à perdre au remote work. Non, mais c'est voilà, peut-être, effectivement, parce qu'ils n'utilisent pas le chat. Ils ne sont pas sur Slack, quoi. Mais c'est sûrement une réalité. C'est sûrement une réalité, ouais. Le Covid, franchement, juste pour conclure, effectivement, moi, très vite autour de nous, les boîtes qui étaient hyper processées, au final, le remote, ça s'est plutôt bien passé. Et les boîtes qui étaient, comme nous d'ailleurs, hein, beaucoup moins processées, c'est là où c'était beaucoup plus galère, quoi. Donc, ce que tu disais, c'est qu'il faut se forcer maintenant. Le remote, ça c'est pas tout seul, il faut se forcer à se processer pour que ça fonctionne, quoi. J'aimerais savoir quels sont les principaux arguments des futurs collaborateurs, des candidats, lorsqu'ils vous demandent du full remote ou de l'hybride. Comment ils vous présentent les choses? Parce que j'ai bien une idée, temps de trajet, etc., équilibre vie professionnelle et autres. Quelles sont les choses qui reviennent le plus souvent? Alors nous, on appelle ça alors, je vais dévoiler un petit peu l'arrière de la boutique, mais on a les bons remote et les mauvais. Donc les mauvais remote, c'est ceux qui n'ont pas une des 3 prochaines bonnes raisons. Et les 3 bonnes raisons, c'est j'habite trop loin pour venir tous les jours, j'ai des enfants en bas âge que je dois emmener à l'école, ce qui est très différent de j'ai des enfants en bas âge, parce que ça veut dire je dois les publiciter. Ou alors, je fais un métier où travailler sur un floor est un problème. Ces 3 bonnes raisons, c'est les 3 bonnes raisons du remote, ou pour lesquelles, effectivement, le remote apporte un supplément de productivité, parce qu'au lieu de faire 2 heures de bagnole tous les jours, on n'en fait plus. Enfin bon, il y a des raisons évidentes. Tous ceux qui ne peuvent pas donner l'une de ces 3 raisons, c'est généralement une mauvaise raison. Mais généralement, ils ne veulent pas forcément du remote. Ils veulent la possibilité du remote. Et ces gens-là, ils sont souvent à la recherche, et c'est souvent des gens plus jeunes, ils sont souvent à la recherche d'une liberté qu'ils utilisent à leur manière. Le simple fait de savoir qu'ils sont contraints, ça les gêne. Et donc, on a l'exemple d'un client avec qui on échange justement pour ajuster leur police de remote office. Et on a fait un test, on leur a dit, voilà, vous allez essayer de proposer quelque chose de mieux que ce que vous proposez aujourd'hui à un collège de collaborateurs. Et le test, on est encore au début, là, c'est quelques mois, c'est qu'ils n'en prennent pas plus, en fait. Ils ont droit à plus, mais ils n'en prennent pas plus. Mais ils se sentent mieux parce qu'ils ont le droit. Voilà. Merci beaucoup déjà à vous 3. C'était super intéressant et c'est bien d'avoir votre point de vue. Vos points de vue ils viennent beaucoup de la productivité et de la performance et l'impact que ça a. Moi, j'aimerais avoir votre point de vue si vous avez de la data, s'il y a une vraie amélioration de la rétention du moment où vous avez mis en place, du moment où on met une politique en place de télétravail. Parce que c'est présenté beaucoup comme un reward, et c'est un peu, voilà, les gens qui sont là plus longtemps, qui sont performants, mais est-ce que c'est est-ce que ça a un vrai impact, est-ce que c'est mesuré? Alors, j'ai pas de data macro, j'ai plus des sensations, et ça dépend vraiment en fait des populations. C'est-à-dire que, comme je l'ai présenté tout à l'heure, en fait, chez Pepernest, on a pas mal de gens qui travaillent dans le département Sales et Operations. Et là-dessus, c'est des jobs qui sont plus alimentaires, en tout cas où sur la marge de salaire et de conditions de travail est moins négociée, on va dire, que sur des postes justement de dev etc. Le fait qu'on propose du télétravail, ça peut créer un avantage et une rétention, mais ce n'est pas l'élément principal. C'est plutôt l'environnement de travail à proprement parler, d'avoir des chaises confortables, d'avoir du matériel confortable, un laptop, etc. Ça, c'est des choses qui ont un vrai impact dessus.
En revanche, les populations tech, là-dessus, c'est un vrai game changer. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes. Enfin, le marché a été vraiment inondé de cette notion, mais encore une fois, je laisserai des professionnels probablement en parler mieux que moi, mais a été inondé par des offres en télétravail, en plus des niveaux de rémunération qui étaient probablement un peu surpositionnés par rapport à la réalité de ce qu'ils apportent dans l'entreprise par rapport aux autres fonctions. Et du coup, c'est devenu un must-have et où on peut avoir vraiment des personnes qui refusent des offres. Alors, je n'ai pas de personnes qui sont parties pour des questions de télétravail, puisque notre politique n'est pas non plus très, très restrictive, donc il n'y a pas de raison vraiment de partir pour ça. Mais en revanche, j'ai eu des personnes qui ont refusé de venir parce que les politiques de télétravail étaient de 2 jours et pas de 4, et ça m'arrivait, mais surtout plus à Paris qu'à Barcelone, très honnêtement. Mais ça peut arriver assez régulièrement, en effet, sur des populations tech ou des data, enfin des métiers sous tension, avec beaucoup de demandes et peu d'offres. Sur ces populations, ça peut arriver. De façon générale, après, je n'ai pas de point dessus. Pour le coup, juste sur cette population de data, IT, on a une data. Pour info, nous, on a un outil en fait, de sourcing automatisé sur LinkedIn qui nous permet de faire des stats sur le taux de réponse, le taux d'acceptation, etc. Et je sais qu'on a fait l'expérience sur des profils IT. Et la même annonce, on fait de l'A/B testing. Enfin, c'est aux clients qui le font en fait. Nous, on récupère la data derrière. Ils ont fait de l'A/B testing, plusieurs câbles sur annonce ou même annonce avec remote ou sans remote sur du développeur. Ils avaient entre 4 et 5 fois plus de réponses sur de remote que quand ils disaient qu'il n'y a pas de remote. C'est la seule data que j'ai disponible. C'était vraiment très précis. C'était sur des développeurs, quoi. Cette data, il faudrait la retravailler parce qu'il faut exclure ceux qui sont remote parce qu'ils sont remote, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles physiquement. Et il faut exclure ces gens-là, parce que dans les techs, aujourd'hui, c'est une énorme population. L'énorme avantage d'avoir une politique de remote pour des techs, c'est que tu touches des mecs qui viennent d'Ukraine, pour ne nommer qu'eux, mais de partout où il y en a. L'avantage en tant qu'entreprise ou cabinet, c'est que du coup, par contre, le parc de candidats sur lequel tu peux taper est 30 fois supérieur, 100 fois supérieur à celui du local, quoi. Bon, c'est plus pointu comme discussion, du coup, ça concerne vraiment les techs. Et en termes de training spécifique des managers, justement, pour gérer ces personnes, j'ai une expérience un peu différente de la boîte depuis le début des full remote. Donc les managers étaient complètement préparés pour cette approche, ces interactions, les risques associés aux technologies utilisées, tout ça c'était dans leur cahier des charges pour interagir avec les employés. Mais vous avez vu des trainings spécifiques à mettre en place? Alors déjà sur les KPI, à mettre en place pour s'assurer que ça fit aussi avec la réalité du work from home, parce que ça peut être encore une fois des KPI qui vont être un peu plus observés à ce moment-là, comme toi tu l'as mis en place dans ta société, mais de pouvoir s'assurer qu'encore une fois il n'y ait pas de déviation entre les personnes qui travaillent en work from home et celles qui travaillent au bureau. Mais de façon générale, oui, non, c'est quelque chose de très important, et surtout dans le contenu des formations qu'on fait aux managers, régulièrement, en fait, on le remet à jour avec justement le fait d'aborder ne serait-ce que la question du work from home avec tous les collaborateurs une fois par mois. Ce n'est pas un meeting qui doit faire 1 heure dans lequel on doit repasser la totalité de l'historique de la personne, mais juste c'est pour dire, est-ce que ton niveau de work from home correspond à ce que tu as besoin? Oui, non. Et rien que le fait de remettre ce sujet-là sur la table, ça permet aussi de pouvoir le rechallenger s'il y a besoin et de pouvoir, j'allais dire, l'asseoir s'il fonctionne bien. Parce que c'est aussi l'idée, c'est de se dire, c'est pas juste à chaque fois en permanence bouger pour bouger. C'est aussi de se dire qu'on a des choses qui fonctionnent bien, être capable de l'acter, mais malgré tout de se dire, il faut en parler régulièrement. Donc c'est vraiment finalement intégrer les rites d'un mode de travail qui n'était pas présent avant dans une façon de manager. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire régulièrement parce que, encore une fois, je pense que beaucoup d'entreprises n'ont pas ce genre de, on va dire, culture du management pour le remote. Et du coup, c'est vraiment un must-have très important si vous ne voulez pas perdre en efficacité, en assertivité, etc. Ben merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Super intéressant.